Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Avec cette vidéo, nous continuons donc à visiter les appartements du Palais Royal. Donc aujourd'hui, nous pénétrons dans les pièces du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est une institution créée par la Constitution du 4 octobre 1958 sous la Ve République. Elle se prononce sur la conformité à la Constitution, des lois et de certains règlements dont elle est saisie. Elle veille à la régularité des élections nationales et référendums. Elle intervient également dans certaines circonstances de la vie parlementaire et publique. Ses membres sont surnommés les sages. Pour pénétrer dans le bâtiment, il faut se glisser sous les arcades du Palais Royal, à l'angle des galeries de Montpensier et d'Orléans. La porte verte est surmontée par une sphinge ou sphinx à buste de femme. Pourquoi un tel symbole? Le sphinx illustre un subtil mélange entre la force et la férocité, incarnée donc par le corps du lion, et l'intelligence et la réflexion incarnées par la tête humaine. Les sages sont le fruit de ce mélange. Ils représentent une institution puissante, peuvent se montrer féroces si la situation l'exige, mais ils sont suffisamment intelligents pour ne pas abuser de leur pouvoir et prendre des décisions raisonnables. Tel le hall du Conseil d'État, celui du Conseil constitutionnel est empreint d'une grande solennité. Pas de décoration ostentatoire. Le sol est recouvert d'un damier en marbre rouge et noir. Deux immenses piliers supportent un plafond à caissons. Les murs sont percés par de grandes portes-fenêtres illuminant pleinement la pièce et donnant accès à la rue de Montpensier. Les vitres des portes du côté droit ont été remplacées par des vitres sans teint afin d'apporter lumière dans les pièces dissimulées aux visiteurs, tout en reflétant la lumière dans le hall. La pièce suivante est accessible par une petite porte cachée par un pilier. Cette salle au mobilier contemporain fut inaugurée en mars 2012. Tous les mardis matins s'y déroulent des audiences publiques. Les citoyens y sollicitent les sages lors de procès les opposants à l'État. Le but est de savoir si la loi opposée aux citoyens est conforme ou non à la Constitution. Je vous rappelle que les sages sont les gardiens des libertés. Pour preuve, ces audiences sont filmées et accessibles depuis le site du Conseil. Mais qui sont les 9 sages? Laurent Fabius est le président du Conseil constitutionnel depuis le 19 février 2016. Il a été nommé par le président de la République, François Hollande. Claire Basile-Mallory fut nommée le 31 août 2010, puis de nouveau le 12 février 2013 par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Nicole Maestracci fut nommée le 12 février 2013 par le président de la République, François Hollande. Michel Pineau fut nommé le 19 février 2016 par le président du Sénat, Gérard Larcher. Corinne Luquiens fut nommée le 18 février 2016 par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Dominique Lotin fut nommé le 25 octobre 2017 par le président du Sénat, Gérard Larcher. Jacques Mézard fut nommé le 22 février 2019 par le président de la République, Emmanuel Macron. François Pillet fut nommé le 21 février 2019 par le président du Sénat, Gérard Larcher. Et le dernier, Alain Juppé, fut nommé le 21 février 2019 par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Les membres du Conseil constitutionnel en fait siègent sur cette estrade selon des règles protocolaires très strictes. Pas question de s'asseoir où ils veulent ou par ordre d'arrivée. Le président se place toujours au centre. Les autres membres se placent alternativement à sa droite, puis à sa gauche, selon l'ancienneté et l'autorité de nomination. Si le sage a été nommé par le président de la République, eh bien il sera plus proche du président qu'un autre membre nommé la même année par le président du Sénat, par exemple. Le plus malchanceux est celui qui aura été choisi par le président de l'Assemblée nationale. Au premier rang se trouvent les avocats, puis les plaignants et enfin le public. L'escalier que nous avons sous les yeux date de 1829-1831. Il est l'œuvre de l'architecte Fontaine. Il s'agit d'un escalier tournant à deux volets droites.
L'éclairage est assuré par une verrière zénithale et de grandes baies rectangulaires. Celles-ci, comme vous pouvez le voir, sont encadrées par des colonnes à chapiteaux ioniques. La pièce est si lumineuse que je m'interroge sur l'utilité du lustre, des torchères et des appliques murales. Néanmoins, ces luminaires apportent une note d'élégance à l'escalier. L'entablement est orné de palmettes et supporte un plafond à caissons richement décoré. Sur le mur du palier se trouve un drapeau tricolore, œuvre de la manufacture des Gobelins, d'après des dessins de Denis Doria datant de 2008. Il a remplacé une Marianne. Tous les visiteurs sont obligés de passer devant le drapeau. Son message, la liberté. Allez, soyons un petit peu scolaires et réexaminons l'origine des couleurs du drapeau français. Bleu, comme bourgeoisie. Le bleu est associé en fait au manteau de la Vierge ou à celui de Saint-Martin. Ce dernier avait coupé son manteau en deux pour le partager avec un pauvre à Amiens. Au XIVe siècle, le prévôt des marchands, en conflit avec le pouvoir royal, fait du bonnet bleu et rouge le signe du ralliement des bourgeois de Paris. Blanc, comme monarchie. En 1188, en partant en croisade, le roi Philippe Auguste arbore une bannière blanche avec une croix de Saint-Georges. Le blanc, d'abord associé à la sainteté, se lie ainsi à la monarchie et à la guerre. Au XVe siècle, celle de Jeanne d'Arc est blanche, semée de fleurs de lys. Henri IV, dont l'écharpe est blanche, achève d'en faire l'une des couleurs de la monarchie quand il monte sur le trône en 1589. Rouge, comme révolution. En 1124, l'empereur germanique Henri V menace Paris. Le roi capétien Louis VI le Gros alerte ses vassaux et va chercher à l'abbatiale de Saint-Denis la bannière rouge du Saint-Martyr. Cet étendard sera brandi par la suite en cas de grand péril. La tradition sera reprise au XIXe et XXe siècle comme symbole des luttes révolutionnaires. Pour information, si vous portez atteinte au drapeau français, il vous en coûtera une amende de 7 500 €. Cette pièce servait autrefois d'antichambre, puis de salon d'attente à l'époque de Ferdinand Philippe d'Orléans, duc de Chartres. L'élément le plus remarquable de cette pièce est son parquet en marqueterie composé de 4 essences de bois différentes: chêne, érable, frêne et noyer. Les murs sont décorés de moulures rechampies de blanc. Quant au plafond, il est comme dans toutes les autres pièces, à caissons et richement décoré. Cette pièce appartenait aux appartements du duc de Chartres. À la suite de son mariage avec Marie-Clotilde de Savoie, la salle de bal est transformée et agrémentée d'hommages à la famille impériale. De part et d'autre de la salle, au-dessus des miroirs, 2 médaillons sculptés se font face. L'un représente l'aigle impérial coiffé de la couronne et encadré par 2 chérubins brandissant des rubans. L'autre présente le profil du couple impérial, Napoléon III et Eugénie. Les portes se dotent de serrures dorées portant le N de Napoléon et des essaims d'abeilles. Dans un coin de la pièce se trouve une table à cartes offerte par l'empereur Napoléon Ier à ses 26 maréchaux. Alors celle-ci ne servait pas à jouer à la belote ou au bridge les soirs de garde ou d'ennui. Non, ces tables pliables et démontables servaient aux maréchaux à consulter les cartes d'état-major, à rédiger leurs courriers ou à préparer leurs plans de bataille. Il ne reste aujourd'hui plus que 2 exemplaires de ces meubles en acajou blanc. De nos jours, le grand salon sert de salle de réception au Conseil constitutionnel qui, par exemple, y proclame les résultats de l'élection présidentielle, y organise des colloques, des rencontres ou y reçoit soit des diplomates étrangers. Cette pièce est également l'œuvre des architectes Percier et Fontaine. Elle date de 1830. Sa particularité réside dans sa décoration. Une frise de 20 bouquets de fleurs orne le haut des murs et, le plus invraisemblable, est que chacun est unique. Le lustre fut commandé à l'occasion du sacre de Charles X. Il se compose de 36 lumières et se retrouve dans les différentes pièces du palais. Le miroir au-dessus de la cheminée
se reflète dans celui qui lui fait face et donne ainsi une impression de profondeur infinie à la pièce. La table en acajou date de l'époque Louis-Philippe. Elle est agrémentée au centre d'une soupière en porcelaine de Sèvres. Cette pièce est l'ancien salon de travail de la princesse Marie-Clotilde de Savoie. Elle fut décorée par l'architecte Chabrol en 1859. Celle-ci est très féminine et délicate avec ses peintures bleu pastel, ses fleurs et ses petits personnages. Les portes-fenêtres ont conservé leur décor d'origine. De nos jours, les 9 membres du Conseil constitutionnel se réunissent chaque jeudi à huis clos dans cette pièce afin de rendre leurs décisions. Les membres sont placés en fonction des règles protocolaires comme dans la salle d'audience. Donc, au centre se place le président Laurent Fabius. Du côté droit, en partant du président, nous trouvons Claire Basile-Mallory, Michel Pinault, Dominique Lotin et François Pillet. Du côté gauche s'assoient Nicole Maestracci, Corinne Luquiens, Jacques Mézard et Alain Juppé. Le secrétaire général et le service juridique sont assis derrière les membres de manière à rédiger le procès-verbal de la séance et à répondre à toute question technique. Petite photo amusante, comme vous pouvez le constater, en cas de problème, le président peut demander de l'aide extérieure. Le bureau du président du Conseil constitutionnel occupe l'ancienne chambre de Marie-Clotilde de Savoie. Jusqu'à Robert Badinter, cette pièce servait de bibliothèque au Conseil, tandis que le petit salon servait de bureau au président. Pour des raisons fonctionnelles, la bibliothèque fut transférée au 4e étage, dans les combles. Cette pièce offre une vue exceptionnelle sur les jardins du Palais Royal. La décoration et le mobilier sont changés à chaque président, ces derniers faisant leur shopping, si je puis m'exprimer ainsi, dans le garde-meuble de l'État, à l'image des présidents de la République à l'Élysée. Par exemple, Laurent Fabius a opté, comme vous pouvez le voir, pour des meubles clairs, contemporains et sobres. Sur le mur, nous voyons un tableau de Claire Pichot, empreinte, composé de figures aléatoires. Au sol se trouve un tapis provenant de la manufacture de la Savonnerie, inspiré d'un dessin d'André Dubreuil. J'ai voulu vous donner un autre exemple, celui de Jean-Louis Debré. Comme vous pouvez le voir, le bureau avait une toute autre allure. Le sage avait opté pour un mobilier de couleur or datant du consulat et provenant du Grand Trianon à Versailles. Le bureau à cylindre d'époque Empire était en acajou rehaussé de motifs en bronze doré. Un grand portrait de Napoléon III par Didier Alphonse L'Huillier, datant de 1866, ornait les murs. Au sol, nous apercevons un tapis d'Aubusson, également d'époque Empire. Mais le plus impressionnant reste à venir. La gigantesque collection des Marianne de Jean-Louis Debré. Petite ou grande, en plate ou en bronze, moderne ou ancienne, sculpture au dessin, l'homme politique vouait un culte à la Marianne sous toutes ses formes. Le bureau du président donne accès à une toute petite pièce, l'oratoire de la princesse Marie-Clotilde. Il était réservé à son usage personnel afin d'y prier en paix, loin des taquineries de son mari anticlérical. Les retombées des voûtes d'ogives reposent sur des culs de lampe ornés du blason de la famille de Savoie. Néanmoins, la famille impériale est présente sur les abeilles dorées bourdonnent sur les murs rouges. Dans une niche se trouve une statue en bois de la Vierge à l'Enfant, copie de celle exposée au musée Antoine Vivenel de Compiègne. La pièce fut restaurée sous le mandat de Robert Badinter. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu et surtout que je vous ai aidé à découvrir un monument de Paris. Je vous dis à très bientôt sur le site et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.